Ton esprit est ton territoire le plus précieux, et chaque distraction est un voleur qui tente de le conquérir. Si tu ne le protèges pas, d'autres décideront à quoi tu penses, ce que tu fais et où tu vas. La concentration n'est pas une compétence, c'est une défense personnelle mentale. Dans un monde conçu pour te disperser, maintenir l'attention est un acte de force, de discipline et de rébellion. Il ne s'agit pas d'avoir du temps, il s'agit d'avoir une direction. Chaque fois que tu permets à quelque chose d'extérieur de voler ton attention, tu cèdes une partie de ton pouvoir. Les réseaux, les opinions, les comparaisons, les urgences qui ne sont pas les tiennes. Tout concourt à dominer ton esprit, mais le stoïcien sait que le véritable contrôle commence de l'intérieur. La concentration n'est pas de résister une fois, c'est de résister tous les jours. C'est se réveiller avec clarté et décider ce qui mérite ton énergie. Les gens perdent leur chemin, non pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais parce qu'ils permettent au bruit de les faire oublier l'essentiel. Se concentrer, c'est se rappeler qui tu es lorsque le monde essaie de te distraire. C'est avoir la force de choisir ce qui est important et de laisser mourir ce qui est sans importance. Tu n'as pas besoin de tout faire, tu as besoin de bien le faire. Tu n'as pas besoin de vitesse, tu as besoin de but. Maîtriser ta concentration, c'est devenir le maître de ton esprit, le gardien de ton calme et le constructeur de ton destin. Celui qui contrôle son attention, contrôle sa vie. Parce qu'au final, la concentration n'est pas une technique de productivité, c'est une philosophie de pouvoir. Ce que tu choisis de regarder détermine qui tu deviens. Et celui qui apprend à regarder avec intention cesse de réagir au monde et commence à le diriger. 1. Construis des murs autour de ton esprit. Imagine que ton esprit est une ville. À l'intérieur, tout ce que tu es habite, tes pensées, ton calme, ta clarté, ton but. Mais à l'extérieur, il y a une armée qui ne se repose jamais. Distraction, jugement, comparaison, nouvelles, voix qui exigent ton attention. Chaque fois que tu laisses une porte ouverte, une partie de cette armée entre et prend un espace qui t'appartient. Tu n'as pas besoin d'être sage pour perdre la concentration. Il suffit de permettre à n'importe qui d'avoir accès à ton esprit. Le stoïcien le comprenait bien. Un esprit sans mur est un esprit vulnérable. Lorsque tu n'établis pas de limites, n'importe quel bruit devient un envahisseur. Les gens ne souffrent pas aujourd'hui par manque d'intelligence, mais par excès de stimuli. Ils se réveillent et la première chose qu'ils font est d'ouvrir la porte au chaos. Messages, réseaux, préoccupations d'autrui. Ils commencent la journée épuisés sans avoir rien fait, parce que leur esprit a déjà été pillé. Construire des murs ne signifie pas t'isoler du monde, mais décider ce qui entre et ce qui ne rentre pas. Cela signifie comprendre que ton énergie mentale est finie et que tout ne mérite pas de la dépenser. Si tu permets que tout t'affecte, il ne te restera pas de force pour ce qui compte vraiment. Chaque fois que tu dis oui à l'inutile, tu dis non à ta paix. La concentration commence lorsque tu apprends à fermer la porte à ce qui ne te construit pas. La première étape est de protéger ton environnement mental avec la même gravité avec laquelle tu protégerais ta maison. Tu ne laisses pas n'importe qui entrer dans ta maison, alors pourquoi dans ton esprit? Prends soin de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu consommes. Les idées sont aussi des aliments. Certaines te renforcent, d'autres t'intoxiquent lentement. Si tu remplis ton esprit de déchets émotionnels, tes pensées finiront par sentir la même chose. Les stoïciens pratiquaient la vigilance interne. Chaque pensée qui entrait était examinée. Cette pensée me rend-elle plus fort ou plus faible? Me rapproche-t-elle de la vertu ou m'en éloigne-t-elle? C'était leur façon de construire des murs, non pas avec des briques, mais avec de l'attention. Tu peux aussi le faire. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu construis. Chaque fois que tu dis « cela ne mérite pas mon énergie », tu renforces tes murs. Et bien sûr, certains t'accuseront d'être froid ou distant. Tu ne l'es pas, tu es conscient. La véritable force n'est pas de s'ouvrir à tout, mais de savoir discerner. Il ne s'agit pas d'être insensible, mais d'être sage. Personne ne peut rester calme s'il vit sans frontières mentales. Construire des murs autour de ton esprit est un acte de respect envers toi-même. C'est déclarer que tout n'a pas accès à ton attention,
que ta paix n'est pas à vendre, que ta concentration est sacrée. Celui qui maîtrise ce principe commence à marcher différemment. Il parle moins, observe plus, agit seulement quand quelque chose vaut son énergie. Avec le temps, ce mur devient quelque chose de plus grand, ta forteresse intérieure. Les gens pourront donner leur avis, le monde pourra crier, mais à l'intérieur de toi, il y aura du silence. Et dans ce silence naît la clarté. Ne te laisse pas tromper. Le monde ne s'effondre pas par manque d'amour, mais par manque de concentration. Protéger ton esprit, c'est protéger ta vie. Alors ne t'excuse pas de construire tes murs. Tu ne le fais pas pour fuir, tu le fais pour rester. Parce que celui qui se protège de l'extérieur peut entendre sa voix intérieure. Et quand tu y arrives, tu comprends quelque chose de puissant. La concentration n'est pas un enfermement, c'est la liberté. La liberté de penser clairement au milieu du bruit. La liberté d'être toi sans interruption. 2. Nettoie ta vie du bruit invisible. Le bruit le plus dangereux n'est pas celui que tu entends, c'est celui que tu ne remarques pas. Il ne vient pas des haut-parleurs, ni des cris, ni de la foule. Il est caché dans de petites distractions déguisées en normalité. C'est cette habitude de vérifier ton téléphone toutes les minutes, de t'inquiéter de ce que pensent les autres, de consommer des informations qui ne t'apportent rien. Ce bruit est invisible parce qu'il se déguise en habitude, mais son effet est brutal. Il te vole ta concentration, il te draine ton énergie et te rend incapable d'écouter ta propre voix. Le stoïcien le savait. L'ennemi n'est pas toujours à l'extérieur, il habite souvent dans la routine. Si ton esprit est saturé de stimuli, il n'y a pas de clarté possible. C'est comme essayer de voir ton reflet dans un lac agité. Plus tu regardes, plus tu ne verras que de la distorsion. Nous vivons entourés de mouvements constants, mais nous confondons mouvement avec progrès. Ce qui génère le plus de bruit n'est pas ce qui interrompt ta journée, mais ce qui interrompt ton esprit. Chaque message que tu n'as pas besoin de lire, chaque vidéo qui n'apporte rien, chaque conversation vide que tu maintiens par obligation est une petite fuite d'énergie. Et quand ces fuites s'additionnent, tu finis épuisé sans avoir rien fait. Ce n'est pas un manque de temps, c'est un excès de distraction. C'est pourquoi nettoyer ta vie du bruit invisible n'est pas un luxe, c'est une nécessité si tu aspires à la clarté mentale. Commence par observer. Qu'est-ce qui te prend de l'énergie sans te donner rien en retour? Peut-être sont-ce les réseaux sociaux, peut-être sont-ce les personnes qui n'apportent que du drame, peut-être est-ce ton propre dialogue interne rempli de plaintes et de comparaisons. Tout cela est du bruit, et plus tu le nourris, moins tu entendras ton but. Les stoïciens pratiquaient l'ataraxie, un état de tranquillité qui naît lorsque tu apprends à ignorer ce que tu ne peux pas contrôler. Il ne s'agissait pas de se déconnecter du monde, mais de filtrer l'essentiel. Chaque stimulus qu'ils éliminaient était un pas vers la liberté intérieure. Fais de même. Tu n'as pas à abandonner la vie moderne, tu dois simplement avoir le courage de choisir, de décider ce qui mérite d'être dans ton espace mental et ce qui doit sortir immédiatement. Fais un nettoyage radical, efface ce dont tu n'as pas besoin. Fais taire ce qui ne t'apporte rien. Réduis la consommation de bruit comme tu réduirais la consommation de poison. Parce que oui, le bruit mental intoxique aussi. Il te fait réagir au lieu de réfléchir, il te pousse à chercher l'approbation au lieu du but, il te transforme en spectateur de ta propre vie. Quand tu nettoies le bruit, tout change. Tu commences à entendre les pensées qui comptent vraiment. Ton esprit devient plus léger, plus clair, plus stratégique. Tu arrêtes de courir en cercle et tu commences à avancer avec intention. Tu découvres que la plupart de tes soucis n'étaient pas réels. Ils n'étaient que des échos amplifiés par l'excès de bruit. Et le plus curieux, c'est qu'au début, tu te sentiras mal à l'aise. Le silence te semblera étrange. Tu es tellement habitué à la distraction que cela te semblera un vide. Mais reste là, parce que c'est dans ce vide que naît la direction. C'est dans cet espace sans bruit que se construit la concentration. Nettoie ta vie du bruit invisible, comme celui qui aiguise une épée. Chaque distraction éliminée te rend plus précis, plus conscient, plus fort. Tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu as besoin de plus de silence. Tu n'as pas besoin de plus de stimuli, tu as besoin de plus de clarté. Parce qu'au final, l'esprit ne se perd pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il ne peut pas arrêter d'écouter.
Et ce n'est que lorsque tu réussiras à faire taire le bruit du monde que tu pourras entendre la voix la plus importante de toutes, la tienne. 3. Aiguise ton attention dans une seule direction. Ton esprit est comme une épée. Si tu l'utilises pour frapper tout ce qui se trouve sur ton chemin, elle s'émousse. Mais si tu la diriges avec précision vers un seul point, elle coupe même l'impossible. L'objectif n'est pas d'avoir de l'énergie, c'est de la diriger. Les gens n'échouent pas par manque de force, ils échouent par dispersion. Ils font 1000 choses à la fois, sautent d'un objectif à un autre, changent de cap avec chaque émotion. Et puis ils se demandent pourquoi rien ne pousse. La réponse est simple. Rien ne fleurit là où l'attention ne prend pas racine. Le stoïcien comprenait qu'un esprit concentré est un esprit invincible. Non pas parce qu'il ignore le reste du monde, mais parce qu'il ne permet pas au reste du monde de le sortir de son centre. La concentration est une forme de présence. C'est regarder un seul point et décider « c'est ce que je vais faire et rien d'autre ». Aujourd'hui, cela semble presque impossible. Nous vivons à une époque où tout rivalise pour ton regard. Mais c'est précisément le champ de bataille. Celui qui maîtrise son attention gagne. Pense à cela. Chaque fois que tu changes de tâche, ton esprit paie un prix. Il a besoin de temps pour se reconcentrer, d'énergie pour retrouver le rythme. C'est comme si tu essayais de courir un marathon, mais que tu t'arrêtais tous les 2 pas pour regarder le paysage. Ainsi, tu n'avances pas, tu te fatigues seulement. C'est pourquoi le secret n'est pas de faire plus, mais de faire une seule chose avec une intensité totale. Aiguiser ton attention est un entraînement quotidien. Commence par éliminer la multitâche. Tu ne peux pas avancer si chaque pensée entre en collision avec une autre. Fais une seule chose à la fois et fais-la comme si ta vie en dépendait. Quand tu lis, lis seulement. Quand tu travailles, travaille seulement. Quand tu te reposes, repose-toi seulement. L'esprit a besoin de savoir ce qu'il fait pour bien le faire. Les stoïciens pratiquaient la concentration comme un acte de vertu. Sénèque disait que celui qui poursuit trop d'objectifs n'en atteint aucun, car l'esprit dispersé est esclave du désordre. C'est pourquoi il s'entraînait à la discipline de l'intention unique. Chaque action avait un but, chaque moment une direction. Il ne vivait pas par impulsion, il vivait par intention. Tu peux aussi le faire. Demande-toi, qu'est-ce qui mérite mon attention aujourd'hui? Et quand tu l'auras décidé, bloque tout le reste. Éteins les notifications, ignore les distractions et plante ton attention comme une flèche. Il ne s'agit pas d'obsession, il s'agit de respect pour ton énergie. Ton attention est limitée, utilise-la sagement. Et voici la partie la plus puissante. Plus tu es concentré, plus tu vois rapidement des résultats. La clarté accélère le progrès. Une personne avec une direction ferme avance plus qu'une centaine avec une intention faible. Tu n'as pas besoin de faire du bruit, tu as besoin de constance. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, tu as besoin de présence. Quand tu y arriveras, tu remarqueras un changement profond. Les choses qui te semblaient impossibles deviennent atteignables. Tu ne te noies plus dans l'anxiété de vouloir tout en même temps. Tu commences à ressentir un calme étrange, le calme de celui qui sait où il va. Parce que quand l'attention s'aiguise, l'esprit cesse de se disperser et commence à créer. Aiguiser ton attention dans une seule direction, c'est construire du pouvoir à partir de la concentration. C'est comprendre que tu ne peux gagner aucune bataille si tu ne sais pas laquelle tu es en train de mener. Alors choisis ton objectif et coupe tout ce qui ne te mène pas à lui. Parce que dans un monde distrait, l'attention totale n'est pas une faiblesse. C'est ton arme la plus dangereuse. 4. Transforme ton espace en un temple de la concentration. Ton environnement parle, même si tu ne dis pas un seul mot. Chaque objet, chaque bruit, chaque détail qui t'entoure façonne ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Le chaos externe finit toujours par devenir un chaos interne. C'est pourquoi celui qui cherche la clarté doit commencer par l'endroit où il vit. Tu ne peux pas espérer avoir des pensées ordonnées si tu vis au milieu du désordre. Ton espace physique est le reflet le plus sincère de ton état mental. Le stoïcien le savait, l'esprit a besoin de structure. Marc Aurèle écrivait entouré de silence, avec le strict nécessaire, parce qu'il comprenait que la simplicité est la mère de la profondeur. Aujourd'hui, nous vivons entourés d'excès.
Écran, distraction visuelle, stimuli qui rivalisent pour notre attention. Nous voulons penser avec précision, mais nous travaillons dans des lieux saturés. Nous voulons ressentir le calme, mais nous vivons dans des environnements bruyants. Nous voulons nous concentrer, mais nous habitons le désordre. Transforme ton espace en un temple de la concentration. Tu n'as pas besoin de luxe, tu as besoin de but. Chaque chose devant toi doit avoir une raison d'être là. Si quelque chose ne te motive pas, cela te distrait. Si quelque chose ne t'inspire pas, cela te vide. Commence par nettoyer, pas seulement la poussière, mais aussi l'énergie. Range ton bureau, élimine ce qui est inutile, crée un environnement qui invite à la concentration. L'ordre physique génère l'ordre mental. Et il ne s'agit pas seulement de l'endroit où tu travailles, mais aussi de l'endroit où tu penses et te reposes. Si ta chambre est pleine de bruit, ton esprit ne s'éteint jamais. Si ton espace manque d'intention, ton esprit aussi. Fais de ton environnement un rappel constant de qui tu es et de ce que tu cherches. Chaque fois que tu regardes autour de toi, tu devrais ressentir de la motivation, pas de la distraction. L'attention se nourrit du silence. C'est pourquoi apprends à le protéger. Éteins ce qui n'apporte rien, évite le bruit inutile, même les conversations vides qui salissent l'air. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence d'esprit. C'est l'état où tu peux t'écouter sans interférence. Celui qui crée son propre silence crée son propre pouvoir. Fais des rituels dans ton espace. Chaque matin, organise ce que tu vas utiliser. Chaque soir, laisse tout en ordre. Ne le fais pas pour l'esthétique, fais-le pour la discipline. La constance physique entraîne la constance mentale. Chaque petit acte d'ordre est une déclaration de respect envers toi-même. Tu dis, c'est mon espace, et ici, c'est moi qui commande. Même les stoïciens, qui vivaient à une époque sans distraction technologique, connaissaient l'importance de l'environnement. Non pas parce que l'environnement contrôle l'esprit, mais parce que l'esprit fort sait créer le bon environnement. Si ton environnement est en paix, ton esprit s'aligne avec cette paix. Si ton environnement est chargé de stimuli, ton esprit le sera aussi. Transforme ton lieu en un sanctuaire de concentration. Un endroit où chaque objet a un but, où chaque coin respire la clarté. Ne sous-estime pas le pouvoir du visuel. La vue est la porte la plus directe à la pensée. Quand tu vois de l'ordre, ton esprit coule. Quand tu vois du chaos, ton esprit se disperse. Et souviens-toi de ceci. Un temple ne se construit pas en un jour. C'est le résultat de la discipline, du soin, de l'intention. Ton espace doit être ainsi. Fais-le refléter la vie que tu veux avoir, pas celle dont tu essaies de t'échapper. Parce que ton environnement peut être ton encre ou ton élan, ta distraction ou ta force. Tu décides du rôle qu'il jouera. Transforme ton espace en un temple de la concentration et tu verras comment le reste de ta vie commence à s'organiser tout seul. Parce que la clarté ne se trouve pas, elle se construit. Et elle commence toujours à l'endroit où tu choisis d'être. 5. Trouve le pouvoir dans le calme. Le pouvoir ne se manifeste pas toujours par le bruit. Parfois, la véritable force se cache dans le silence. Dans un monde qui glorifie la hâte, s'arrêter semble être un crime. Mais seul celui qui sait rester immobile parvient à voir ce que les autres ne peuvent pas. Le calme n'est pas passivité, c'est maîtrise. C'est l'art de rester ferme alors que tout autour de toi bouge. Les stoïciens le savaient. L'esprit qui ne se calme pas ne peut pas penser clairement. Celui qui n'apprend pas à s'arrêter devient esclave de l'impulsion. Nous vivons à une époque où tout exige de la vitesse. Répondre vite, agir vite, décider vite. Mais le rapide n'est pas toujours sage. La sagesse requiert une pause, une réflexion et une présence. Si ton esprit est toujours en course, il n'arrivera jamais nulle part. Le calme est comme le tranchant d'une épée qui tranche la confusion. Il te permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre de la peur ou de l'anxiété. Dans cet état, tu ne réagis pas, tu choisis. Tu ne cours pas après tout ce qui brille, tu marches seulement vers ce qui compte. Quand tu te calmes, le bruit du monde s'éteint et la voix intérieure commence à parler. Mais beaucoup ne l'écoutent pas parce qu'ils ont peur de rester seuls avec elle. Apprendre à trouver le pouvoir dans le calme est l'un des exercices les plus difficiles. Cela implique de faire face à tes pensées, à tes émotions, à tes ombres. Cela implique d'accepter que tout n'a pas besoin d'une réponse immédiate.
que parfois, l'acte le plus fort n'est pas de bouger mais de rester. L'esprit formé au calme ne se brise pas face à la tempête, car il comprend que le contrôle n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Fais du calme une habitude quotidienne. Tu n'as pas besoin d'un temple, ni d'un rituel complexe. Il suffit de quelques minutes de silence, sans écran, sans stimuli, sans distraction. Assieds-toi et observe. Observe ta respiration, tes pensées, tes impulsions. Ne les juge pas, regarde-les simplement passer. C'est ce que faisaient les stoïciens chaque jour. Observer leur esprit comme un guerrier, observe le champ de bataille avant la bataille. Ils n'attaquaient pas chaque pensée, ils la comprenaient. Dans ce processus, quelque chose change. Tu commences à distinguer entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Tu apprends à ne pas gaspiller d'énergie sur l'inévitable. Le calme t'apprend que tout ne mérite pas ta réaction et que souvent, le silence a plus d'impact que n'importe quel mot. Au lieu de t'épuiser, tu te renforces. Au lieu de répondre au chaos, tu deviens le centre de l'équilibre. Et quand tu y arrives, quand le calme cesse d'être inconfortable et devient un refuge, tu découvres quelque chose de profond. Que le calme ne t'arrête pas. Il te propulse. De lui naissent les meilleures décisions, les idées les plus claires et la force la plus solide. C'est le moment où tu reprends le contrôle, non pas du monde, mais de toi-même. Ne confonds pas mouvement avec progrès. Beaucoup courent sans direction, d'autres se reposent stratégiquement avant de faire le prochain pas. Le stoïcien appartient au second groupe. Il comprend que le pouvoir est de savoir quand agir et quand attendre. Le calme n'est pas faiblesse, c'est préparation. Alors, quand le monde te pousse à la hâte, arrête-toi. Ferme les yeux, respire et rappelle-toi. Le bruit confond, le silence révèle. Alors que tous s'épuisent à essayer de démontrer leur pouvoir, toi, renforce-le dans le calme. Car dans le silence de celui qui maîtrise son esprit, se cache une énergie que le chaos ne pourra jamais vaincre. Trouver le pouvoir dans le calme, c'est découvrir que le contrôle ne se crie pas. Il se respire. 6. Fais de l'obstacle ta source de feu. Chaque fois que quelque chose se met en travers de ton chemin, tu as deux options, abandonner ou le transformer en carburant. La plupart des gens se plaignent, reculent ou maudissent leur sort. Le stoïcien, en revanche, sourit face à la difficulté. Non pas parce qu'il aime la douleur, mais parce qu'il comprend que l'obstacle n'est pas la fin, c'est le début de la croissance. La vie ne te met pas à l'épreuve pour t'arrêter, mais pour te polir. Si tout était facile, tu resterais le même. Le feu ne naît pas du calme, il naît de la friction, du défi, de l'effort, du moment où tout semble aller contre toi. C'est là que se révèle ton tempérament. Les personnes fortes ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Ce sont celles qui se relèvent tellement de fois que le sol cesse de les effrayer. Et c'est là que se trouve l'enseignement stoïcien le plus puissant. Ce qui t'arrête te forme. Ce qui fait mal te réveille. Ce qui te défie te construit. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Cela peut être un rejet, une perte, un échec ou une déception. L'important n'est pas ce qui se passe, mais ce que tu en fais. Si tu choisis de te lamenter, l'obstacle t'écrase. Si tu choisis d'apprendre, l'obstacle t'élève. Marc Aurèle l'a dit avec une clarté qui traverse les siècles. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. C'est l'essence de l'approche inébranlable, voir dans chaque blocage une nouvelle porte. Quand quelque chose tourne mal, l'esprit commun cherche des coupables. L'esprit stoïcien cherche des leçons. Il ne demande pas pourquoi moi, mais pourquoi. Ce changement transforme tout. Ce qui semblait être une injustice devient un entraînement. Ce qui semblait être un châtiment devient une préparation. Parce que lorsque tu réussis à changer ton interprétation, l'obstacle perd son pouvoir sur toi. Il ne te freine plus, il te propulse. Fais de chaque difficulté un gymnase mental. Chaque déception est un poids qui renforce ta patience. Chaque erreur, un maître silencieux. Chaque défaite, une opportunité pour affiner ta stratégie. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de l'exploiter. Si tu te concentres sur ce que tu peux tirer de l'adversité, rien n'est gaspillé. Même la douleur devient utile. Les stoïciens n'évitaient pas les problèmes, ils les affrontaient avec calme et direction. Ils savaient que le feu intérieur ne grandit que lorsque le vent souffle fort.
S'il n'y avait pas de résistance, il n'y aurait pas de progrès. Alors, la prochaine fois que quelque chose se complique, ne fuis pas. Observe, analyse et agis avec sagesse. Demande-toi, quelle partie de moi a besoin de se renforcer avec ça? C'est cette mentalité qui transforme l'obstacle en pouvoir. Et lorsque tu adopteras cette attitude, tu remarqueras que rien ne t'arrête complètement. Les échecs ne font plus aussi mal, les critiques ne te paralysent plus, les retards ne te frustrent plus. Parce que tu comprends que chaque difficulté a une fonction, te forger. La vie te durcit non pas pour te détruire, mais pour te préparer. L'approche réelle ne consiste pas à attendre un chemin sans problème, mais à marcher avec sérénité, même lorsque le terrain devient hostile. Fais de l'obstacle ton feu. Ne le fuis pas, nourris-toi de lui. Plus le défi est difficile, plus l'esprit qui le surmonte est fort. Et à la fin, quand tu regarderas en arrière, tu ne verras pas une vie de trébuchement, mais une vie d'entraînement. Chaque pierre aura été un maître, chaque chute une épreuve surmontée. Parce que pendant que beaucoup se consument dans la plainte, tu auras appris à allumer ton feu avec les mêmes braises qui ont éteint les autres. C'est ce qui distingue le stoïcien. Il ne choisit pas les circonstances, il choisit comment les transformer. 7. Conquérir la voix dans ta tête. Cette voix que tu entends quand personne d'autre ne parle peut être ton plus grand allié ou ton pire ennemi. C'est celle qui te pousse à avancer ou celle qui te sabote avant même de commencer. Tu peux avoir du talent, de la discipline et un but, mais si ton esprit t'attaque de l'intérieur, tu finiras par perdre des batailles qui n'ont même pas commencé. L'esprit indiscipliné n'a pas besoin d'ennemis extérieurs. Il est capable de te détruire tout seul. Le stoïcien savait que la lutte la plus dure n'a pas lieu dans le monde extérieur, mais en soi. Tu peux résister au chaos de l'environnement, mais si tu ne contrôles pas ton dialogue intérieur, ce chaos te suivra partout où tu iras. L'ennemi n'a pas toujours un visage. Parfois, il se manifeste sous forme de doute, de culpabilité, de peur ou d'autocritique. Et si tu ne l'affrontes pas, il devient une prison invisible. Cette voix intérieure peut te dire que tu n'es pas assez, qu'il est trop tard, que cela ne vaut pas la peine d'essayer. Elle le répète avec tant de conviction que tu finis par le croire. Mais voici la vérité. Cette voix n'est pas toi. Elle est la somme de tes peurs, de tes blessures et des opinions que tu as autrefois absorbées sans filtrer. C'est un écho du passé essayant de contrôler ton présent. Si tu veux un véritable focus, tu dois la faire taire ou la transformer en ton maître. L'esprit entraîné n'élimine pas les pensées négatives. Il les observe sans se laisser emporter. Tout comme un gardien surveille les murs de sa forteresse, tu dois surveiller tes pensées. Chaque idée qui entre peut te construire ou te saboter. Sénèque l'expliquait simplement. Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui se tourmente lui-même avec des pensées. Cette phrase résume tout. Tu ne peux pas te concentrer si tu t'attaques de l'intérieur. Maîtriser la voix intérieure ne signifie pas la faire taire complètement, mais la rééduquer. Quand elle dit « je ne peux pas », réponds « j'essaierai ». Quand elle dit « tu échoueras », réponds « j'apprendrai ». Quand elle dit « tu n'es pas assez », répète « je suis un travail en cours, mais je continue d'avancer ». L'esprit a besoin de guidance, pas de punition. Si tu le traites comme un ennemi, il t'épuisera. Si tu l'éduques, il te servira. Chaque pensée négative est une occasion de former l'attention. N'essaie pas de leur échapper, observe-les sans réagir. Demande-toi, est-ce que ce que je pense est un fait ou une interprétation? La plupart du temps, tu découvriras que ce ne sont que des histoires que ton esprit invente pour te protéger du changement. Mais la croissance et le confort ne peuvent pas coexister. Si tu n'écoutes que la voix de la peur, tu resteras où tu es. Les stoïciens méditaient sur la mort, la perte et la souffrance, non pas par morbidité, mais pour dompter cette voix. Ils la confrontaient avec logique et acceptation, jusqu'à ce que la peur perde de sa force. Tu peux faire la même chose. Parle à ton esprit comme à un enfant effrayé, avec fermeté et compassion. Ne lui crie pas dessus, guide-le. Ne l'ignore pas, écoute-le et décide ensuite. Quand tu conquiers la voix intérieure, le monde extérieur perd son pouvoir sur toi. Les critiques ne te blessent plus de la même manière. Les jugements des autres ne te déstabilisent pas. Les échecs ne t'arrêtent pas. Parce que tu ne dépends plus de l'approbation extérieure, ni du doute intérieur. Tu as fait de ton esprit ton allié.
Souviens-toi de ceci. Celui qui maîtrise son dialogue intérieur maîtrise son destin. Personne ne peut enlever la concentration à celui qui a pris le contrôle de ses pensées. Alors, chaque fois que cette voix essaie de te saboter, souris. Ce n'est pas ton ennemi, c'est le signe que tu sors de ta zone de confort. Réponds-lui avec calme, avec sagesse et avec action. Parce que la véritable conquête n'est pas sur les autres, mais sur le bruit qui habite dans ton propre esprit. Oui, vis avec l'urgence du moment présent. Chaque jour où tu repousses ton objectif, tu cèdes une partie de ta vie au néant. Il n'y a pas de perte plus grande que celle du temps qui ne revient pas. Le stoïcien le savait mieux que quiconque. La mort n'est pas ce que tu devrais craindre le plus, mais arriver à la fin sans avoir vraiment vécu. Nous pensons avoir tout le temps du monde, mais l'horloge ne s'arrête jamais. Pendant que tu hésites, le jour avance. Pendant que tu attends le moment parfait, la vie suit son cours. Et quand tu te rends finalement compte, ce que tu as perdu ne peut plus être récupéré. Vivre avec l'urgence du moment présent ne signifie pas agir avec précipitation ou anxiété. Cela signifie comprendre que chaque minute compte, que le présent n'est pas une répétition, c'est le seul spectacle. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient une seconde chance garantie. Ils rêvent de ce qu'ils feront un jour, mais un jour n'est pas une date, c'est une excuse. L'approche stoïcienne naît de la reconnaissance de la finitude. Savoir que le temps est limité n'est pas quelque chose de triste, c'est un appel à l'action. Marc Aurèle le résumait avec une clarté dévastatrice. Ne te comporte pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. Et il avait raison. Si chaque personne se souvenait à quel point l'existence est courte, elle vivrait avec plus d'intention et moins de distraction. Mais nous préférons nous distraire avec des futilités pour ne pas ressentir le poids de cette vérité. L'ironie est que plus tu évites de penser au temps, plus il t'échappe rapidement. L'approche mentale s'épanouit lorsque tu prends conscience de la fragilité de tout. Chaque conversation, chaque opportunité, chaque lever de soleil peut être le dernier. Quand tu comprends vraiment cela, tu arrêtes de perdre de l'énergie sur ce qui n'a pas d'importance. Tu ne te disputes plus pour des bêtises, tu ne cherches plus la validation, tu ne repousses plus l'essentiel. Tu agis parce que tu sais que le moment idéal n'arrive pas, tu le construis. Vivre avec urgence n'est pas vivre à toute vitesse, c'est vivre éveillé. C'est se lever chaque matin avec la clarté que tu as aujourd'hui, une nouvelle possibilité d'avancer, de grandir, de devenir meilleur. C'est regarder tes objectifs et te demander « Que puis-je faire maintenant pour me rapprocher de cela ?» Pas demain, pas après. Maintenant. L'approche ne s'entraîne pas dans l'intention, elle s'entraîne dans l'action. Le stoïcien n'attend pas l'inspiration, il crée le mouvement. Il ne gaspille pas son attention sur ce qu'il ne contrôle pas, il la dirige vers ce qu'il peut transformer. Chaque petite décision devient une partie d'une chaîne de buts. Et cette chaîne, jour après jour, forge le destin. C'est pourquoi celui qui vit avec urgence ne craint pas la mort, il l'honore. Il sait que la vie ne se mesure pas en années, mais en présence. Il y a quelque chose de profondément libérateur à admettre que le temps s'épuise. Cela te rend plus sélectif, plus sage, plus intense. Tu commences à apprécier le silence, la vraie compagnie, le travail qui a du sens. Tu comprends que rien ne vaut autant que ton attention et que la donner sans soin est un acte d'abandon personnel. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de conscience du temps que tu as déjà. Vis comme si chaque jour était une opportunité unique de polir ton caractère, de laisser une trace, de faire un pas de plus. Ne laisse pas le confort t'endormir, ni la routine te voler ton feu. Parce que quand la fin arrivera, et elle arrivera, la seule chose qui comptera vraiment est de savoir si tu as bien utilisé ton attention, si tu as donné le meilleur de toi-même, tant que tu le pouvais encore. Alors n'attends pas demain. Ne laisse pas les distractions te voler ce qui ne peut être rendu. Vis comme si l'approche décidait de tout, parce que oui, elle décide de tout. La solitude n'arrive pas toujours comme un ennemi. Parfois, elle apparaît comme une sorte de chirurgien silencieux qui coupe ce qui est inutile, ce qui est superficiel et ce qui ne vibre plus avec toi. Elle t'arrache des endroits où tu prétendais appartenir,
des groupes où ta voix n'était pas entendue et des liens qui n'existaient que par habitude. C'est une opération sans anesthésie, mais aussi le début de ta véritable liberté. Car lorsque tout s'arrête et qu'il ne reste que toi, sans bruit, sans distraction, tu découvres ce qui habite vraiment en toi. C'est là que se révèle qui tu es quand personne ne te regarde, quand tu n'as rien à prouver, quand il n'y a pas de public pour applaudir. Beaucoup craignent la solitude parce qu'ils ne savent pas vivre avec leur propre silence. Ils cherchent de la compagnie non pas par amour, mais par peur. Peur de faire face à leur esprit, peur de regarder ce qu'ils ont évité de ressentir pendant des années. Mais la croissance ne se produit pas au milieu du bruit, mais dans les espaces où l'on ose vraiment s'écouter. Cette étape où il semble que personne ne te comprend, que tout s'éloigne et que le monde devient vide n'est pas une punition, c'est une transition. Tu laisses derrière toi des versions de toi-même qui ne correspondent plus à la personne que tu es destiné à être. La solitude consciente ne détruit pas, elle purifie. Elle t'apprend à être avec toi sans avoir besoin de fuir. Elle te rend ton énergie, ton focus et ton pouvoir. C'est le terrain où l'authenticité fleurit, où tu apprends que la paix ne dépend pas de qui reste, mais de qui tu décides d'être. C'est pourquoi ce n'est pas une vidéo sur le fait d'être seul, mais sur l'apprentissage de la transformation de l'intérieur. Parce que lorsque tu réussis à être bien avec toi-même, tu arrêtes de chercher ce que le monde ne pourra jamais te donner. Apprends à être seul. La solitude est comme un miroir couvert de poussière. Au début, tout ce que tu vois est confusion, ombres et reflets flous de qui tu croyais être. Mais si tu restes assez longtemps, si tu supportes l'inconfort du silence et l'écho de tes propres pensées, tu commences à nettoyer ce miroir. Et là apparaît ton vrai visage. Pas celui que tu montres aux autres, pas celui qui essaie de s'intégrer, mais celui qui a attendu patiemment d'être vu par toi. Être seul ne signifie pas être vide. Cela signifie avoir le courage de faire face à ton propre reflet sans fuir. La plupart des gens remplissent leur vie de bruit, de distractions, de conversations sans âme, parce qu'ils ne supportent pas le poids de s'écouter. Ils pensent que la solitude est une punition, mais en réalité, c'est le terrain fertile où la force intérieure est semée. Quand tu apprends à être seul, tu comprends que la compagnie n'est pas une nécessité, c'est un choix. Tu commences à remarquer que beaucoup des relations que tu entretenais n'étaient pas par affection, mais par habitude. Tu découvres que parler tout le temps n'est pas communication, et qu'être entouré ne signifie pas connexion. Le silence cesse de te faire peur, il devient ton allié, car dans le silence, tu trouves des réponses que personne d'autre ne pourrait te donner. Tu apprends à distinguer entre le bruit du monde et la voix de ta conscience. Et cette voix, bien que parfois dure, est la seule qui te dit la vérité. Le processus n'est pas confortable. L'esprit essaiera de te convaincre que tu as besoin de quelqu'un pour te sentir complet, que la solitude est un signe d'échec ou de rejet. Mais plus tu passes de temps avec toi-même, plus tu reconnais que être seul n'est pas être incomplet, mais être en construction. À ce stade, les pensées s'éclaircissent, les émotions se rangent, et les blessures deviennent des maîtresses. Tu commences à voir tes peurs sans déguisement, tes désirs sans culpabilité, et ton histoire sans fioriture. Tu deviens honnête avec toi-même, et cette honnêteté est la base de toute transformation profonde. Être seul t'apprend aussi à être ton propre refuge. Tu n'attends plus que les autres comblent tes vides, parce que tu comprends que personne d'autre ne peut le faire. La paix qui découle de l'acceptation de toi tel que tu es ne peut être remplacée par aucune affection temporaire. Quand tu découvres que ta compagnie est suffisante, tu arrêtes de te contenter de relations à moitié. Tu ne cherches plus par désespoir, tu choisis à partir de la clarté. La solitude devient une maîtresse qui ne te crie pas, mais t'enseigne par des faits, que tout ce qui part n'était pas une perte, que tout ce qui arrive n'est pas un gain, et que parfois la meilleure chose que tu puisses faire est de rester tranquille, de respirer et de t'écouter. Apprendre à être seul n'est pas s'éloigner du monde, c'est revenir à soi. C'est construire une relation solide avec celui que tu seras pour le reste de ta vie. Quand tu arrives à profiter de ta propre présence, tu découvres que la solitude n'est pas un lieu sombre, mais un état de pouvoir.
De là renaît ta clarté, ton focus et ton but. Personne qui a appris à être bien avec lui-même ne cherche à nouveau refuge dans le superficiel. Parce que celui qui maîtrise sa solitude maîtrise sa vie. Et quand tu arrives à ce point, tu n'as plus besoin de compagnie pour te sentir comblé. Tu partages simplement ta présence avec celui qui est prêt à marcher avec toi, non par nécessité, mais par choix. 2. Privilégie la qualité à la quantité. Les relations humaines ressemblent à un jardin. Tu peux le remplir de fleurs qui se fanent rapidement ou prendre soin de quelques-unes qui fleurissent toute l'année. Beaucoup se vantent d'avoir des centaines d'amis, mais peu peuvent compter sur quelqu'un qui les écoute vraiment quand le silence pèse. La société t'apprend que plus tu as, mieux tu es. Plus d'amis, plus de messages, plus de plans. Mais cette logique s'effondre quand tu te rends compte que la plupart de ces relations ne te soutiennent pas. Elles t'entourent seulement. La maturité t'oblige à faire un nettoyage silencieux, à arrêter de mesurer ta valeur par le nombre de personnes qui t'accompagnent et à commencer à la mesurer par la qualité des âmes qui restent quand tout s'éteint. Tu n'as pas besoin de foule pour te sentir vu. Tu as besoin de sincérité. La véritable compagnie ne se cherche pas dans la quantité, mais dans la profondeur. Peu de personnes sont capables de te regarder sans juger, de t'accompagner sans envahir, de te comprendre sans que tu aies à expliquer trop. Et ce sont celles qui valent plus que 100 amitiés de circonstance. Le problème est que beaucoup ne supportent pas cette apparente rareté. Ils confondent la solitude avec le vide parce qu'ils ne supportent pas le silence entre une vraie conversation et une autre. Mais quand tu apprends à vivre avec authenticité, tu n'as plus besoin de remplir chaque espace. Tu préfères le silence à une conversation sans sens, tu préfères une conversation avec âme à un groupe sans but. Ce processus peut faire mal, car il implique de laisser partir ceux que tu as un jour appelés amis. Non pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce qu'ils ne vibrent plus à la même fréquence que toi. Lorsque tu élèves ta conscience, le filtre devient plus fin. Le superficiel commence à te fatiguer, le faux t'ennuie, le forcé te pèse. Tu commences à remarquer la différence entre celui qui est avec toi parce qu'il te valorise et celui qui s'approche parce qu'il a besoin de quelque chose. Apprendre à distinguer cela est une forme de liberté. Les vraies relations ne nécessitent pas une présence constante, elles nécessitent de la cohérence. Peu importe si des jours passent sans parler, il y a une connexion. Peu importe s'il y a de la distance, il y a une compréhension. Lorsque tu trouves cela, tu comprends qu'il ne s'agit pas de remplir ta vie de gens, mais de donner de l'espace à ceux qui ajoutent, pas à ceux qui soustraient. Il vaut mieux un seul lien authentique que 100 engagements vides. Valoriser la qualité sur la quantité s'applique aussi à toi. Apprends à être sélectif avec ton temps, tes mots, ton énergie. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton esprit ni à ton cœur. Chaque fois que tu choisis moins, mais mieux, tu renforces ta paix. Parce que la vie ne consiste pas à accumuler, mais à purifier. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup, mais d'avoir assez et que cet assez soit réel, solide et réciproque. Lorsque tu comprends cela, tu découvres que tu ne perds pas de gens, tu gagnes en authenticité. Et ce gain, bien qu'invisible, vaut plus que n'importe quelle foule vide. 3. Lâche ce qui te draine. Il y a des relations qui se ressentent comme porter un sac à dos plein de pierres. Chaque conversation, chaque tentative de faire plaisir, chaque silence forcé pèse un peu plus. Au début, tu ne le remarques pas, mais vient le jour où le corps et l'âme se fatiguent. Tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais pas qui tu es, parce que tu as passé trop de temps à soutenir des liens qui te prennent plus qu'ils ne te donnent. La plupart restent là, par peur. Peur de lâcher, peur d'être seul, peur d'accepter que quelque chose est terminé. Mais la vérité est claire. Tu ne peux pas avancer avec un tel poids sur toi. Lâcher n'est pas de l'égoïsme. C'est une forme de respect envers toi-même. Quand quelque chose ou quelqu'un te draine, tu le sens. Il n'est pas nécessaire de l'expliquer. Ton corps le sait, ton esprit s'éteint, ton énergie se disperse. La connexion cesse de couler, les mots perdent leur sens et le silence n'est plus la paix, mais la tension.
Parfois, nous insistons pour soutenir ce qui est déjà cassé par habitude, par attachement ou par ce désir enfantin que les choses soient comme avant. Mais la croissance ne se produit pas dans la répétition. Elle se produit lorsque tu oses laisser aller ce qui ne vibre plus avec toi, même si ça fait mal, même si tu ne comprends pas tout à fait pourquoi. Les gens changent, tu changes, les étapes sont accomplies. Tout ce qui se termine n'est pas une perte. Souvent, c'est une libération. Apprendre à lâcher prise, c'est accepter que tu ne peux pas sauver tout le monde, que tu ne peux pas porter les fautes des autres, ni réparer ce que les autres ne veulent pas changer. La maturité arrive quand tu choisis ta paix au-dessus du drame, quand tu préfères le silence à une conversation vide, quand tu comprends que ton énergie est une ressource sacrée et que tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Lâche ce qui te draine, même si cela t'a rendu heureux un jour. Parfois, l'affection ne suffit pas à soutenir quelque chose qui t'éteint. L'amour sans réciprocité devient épuisement. L'amitié sans équilibre devient une obligation. Et quand tu restes là, sachant que quelque chose ne te nourrit plus, tu ne perds pas seulement de l'énergie, tu perds du pouvoir. Apprendre à dire non est un acte de force, pas de froideur. C'est savoir que ton bien-être vaut plus que n'importe quel lien qui te consume. Le détachement ne signifie pas cesser de ressentir. Cela signifie ne pas s'accrocher à ce qui fait mal. Cela signifie comprendre que la vie avance aussi quand tu lâches. Que le vide qui reste au début n'est pas une punition, c'est de l'espace. De l'espace pour que quelque chose de mieux, de plus propre, de plus honnête arrive. Parce que quand tu lâches ce qui te draine, tu ouvres les portes à ce qui t'élève. Et c'est alors que tu comprends que lâcher ne te laisse pas avec moins, mais avec ce qui est nécessaire, ce qui est juste, ce qui te fait vraiment grandir. 4. Deviens ton reflet. Quand une personne vit déconnectée d'elle-même, son reflet se fragmente. Elle se regarde dans le miroir et ne voit pas de clarté, seulement des versions brisées de ce que les autres attendent qu'elle soit. Mais quand tu décides de te regarder avec honnêteté, sans masque ni déguisement, quelque chose change. Tu commences à voir clairement ce que tu avais caché par peur de ne pas être accepté. Devenir ton reflet, c'est vivre de telle manière que ce que tu montres au monde et ce que tu ressens à l'intérieur coïncident. C'est une déclaration silencieuse de cohérence, une façon de te respecter toi-même sans avoir besoin de te justifier. Beaucoup de personnes construisent une image pour plaire. Elles sourient quand elles sont brisées. Elles cèdent quand elles veulent dire non. Elles s'adaptent à des groupes où leur essence ne correspond pas. Mais il arrive un point où l'incohérence pèse plus que la solitude. Faire semblant fatigue. Être quelqu'un que tu n'es pas pour maintenir des liens superficiels finit par te voler la paix. La véritable croissance arrive quand tu oses te voir sans fioriture, quand tu acceptes ce que tu es, même ce que tu n'aimes pas, et que tu décides d'agir à partir de là. Non pas à partir des attentes des autres, mais à partir de ton authenticité. Devenir ton reflet ne signifie pas devenir parfait, mais authentique. Cela signifie reconnaître tes lumières et tes ombres, et te permettre de les intégrer sans honte. Cela signifie arrêter de vivre divisé entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Quand tu y parviens, ton énergie s'ordonne, tes décisions deviennent plus claires et tes relations deviennent plus sincères. Tu n'as plus besoin de convaincre personne, ni de forcer l'acceptation. La transparence devient ton bouclier. Le vrai reflet ne se construit pas avec des mots, il se démontre par des actions. La cohérence ne se proclame pas, elle se vit. Et vivre en cohérence implique parfois de perdre des personnes, des emplois ou des environnements qui ne supportent pas ton authenticité. Mais ce qui est perdu en étant fidèle à soi-même n'est jamais une véritable perte. Ce qui s'en va quand tu es vrai, c'est ce qui n'existait que quand tu faisais semblant. Et ce qui reste est pur, stable et sincère. Être ton reflet, c'est t'engager envers la vérité, même si elle fait mal. C'est te dire la vérité même quand personne ne te regarde. C'est regarder tes erreurs sans te détruire et tes réussites sans te gonfler. C'est avoir la maturité de reconnaître que tu es un travail en cours et que chaque jour tu te polis un peu plus. Quand tu arrives à te refléter avec honnêteté, le monde te perçoit aussi différemment. L'authenticité se remarque toujours, même dans le silence.
Et à ce stade, tu n'as plus besoin de prouver qui tu es, parce que ta simple présence le transmet. Devenir ton reflet, c'est en fin de compte te rappeler que le plus grand accomplissement n'est pas de paraître, mais d'être. Et quand tu arrives là, la paix cesse de dépendre du monde extérieur, parce qu'elle habite en toi. 5. Protège ton énergie. L'âme ressemble à une batterie. Peu importe combien de charge tu as en te réveillant, si tu passes la journée à te connecter à des personnes, des lieux et des conversations erronées, tu finiras épuisé avant que la nuit ne tombe. Beaucoup se sentent vides, non pas parce qu'ils donnent trop, mais parce qu'ils ne savent pas à qui ni à quoi ils le donnent. Protéger ton énergie n'est pas être froid, c'est avoir du discernement. C'est comprendre que toutes les invitations ne méritent pas un oui, ni que toutes les personnes méritent d'accéder à ta paix. C'est apprendre à différencier ce qui te nourrit de ce qui t'épuise, ce qui te pousse à grandir de ce qui te maintient stagnant. Le problème est que nous vivons dans une culture qui glorifie l'épuisement. On nous apprend à être disponible tout le temps, à répondre rapidement, à porter les problèmes des autres comme s'il s'agissait d'une preuve d'empathie. Mais la véritable maturité émotionnelle consiste à poser des limites sans se sentir coupable. Chaque fois que tu dis non à quelque chose qui te vide, tu te dis oui à toi-même. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le conflit inutile, tu protèges ton équilibre. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais d'apprendre à garder la porte. Oh, tout le monde ne doit pas entrer. L'énergie se filtre à travers des détails qui semblent insignifiants. La plainte constante, le besoin d'approbation, les conversations sans but, le drame déguisé en amitié. Si tu n'es pas conscient, tu te contamines petit à petit. Et une âme fatiguée ne peut pas créer, ne peut pas profiter, ne peut pas voir clairement. Lorsque tu apprends à protéger ton énergie, tu commences à prendre soin de l'invisible, ton esprit, ton calme, ton temps. Tu comprends que la paix ne se négocie pas, elle se préserve. Tu apprends aussi que tu n'es pas obligé d'expliquer ta distance. T'éloigner ne te rend pas égoïste, cela fait de toi une personne consciente. Tout le monde ne comprendra pas ton silence, et c'est bien. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton côté le plus vulnérable. Lorsqu'une personne ou une chose commence à consommer ta paix, ta tâche n'est pas de résister davantage, mais de te retirer à temps. La vie s'améliore lorsque tu choisis d'arrêter de justifier ce qui ne vibre plus avec toi. Protéger ton énergie, c'est reconnaître que ce que tu permets continue. C'est comprendre que chaque mot que tu entends, chaque pensée que tu acceptes et chaque environnement que tu choisis influence directement ton état intérieur. C'est pourquoi décide avec sagesse. Entoure-toi de ce qui t'inspire, pas de ce qui t'éteint. Choisis des conversations qui t'élèvent, pas celles qui t'épuisent. Donne sans t'épuiser, aime sans te perdre, aide sans te charger. Parce que lorsque ton énergie est en équilibre, ton esprit s'éclaircit, ta présence se renforce et ta vie commence à se diriger vers la paix. Et cela, bien que beaucoup ne le comprennent pas, est la forme de respect envers toi-même la plus silencieuse et la plus puissante. 6. Attire, ne poursuis pas. Le magnétisme ne se force pas, il se cultive. Tout comme le soleil ne court pas derrière les fleurs pour qu'elles fleurissent, tu n'as pas besoin de supplier pour être vu. Les fleurs se tournent vers la lumière, parce que la lumière est simplement là. Elle ne la mendie pas, elle ne la supplie pas, elle brille simplement. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de t'épuiser à essayer de convaincre, de plaire ou de prouver ta valeur. L'énergie qui attire est silencieuse, sereine, confiante. Elle provient d'un esprit calme et d'un cœur en paix. Poursuivre ce qui n'est pas aligné avec toi, c'est comme courir après une ombre. Plus tu la suis, plus elle s'éloigne. Beaucoup sont pris dans ce cycle. Ils poursuivent des amitiés qui ne les apprécient pas, des amours qui ne les choisissent pas et des validations dont ils n'ont pas besoin. Mais tout ce qui est poursuivi par manque finit par épuiser. La véritable plénitude arrive quand tu arrêtes d'insister et commences à cultiver ce qui fait de toi quelqu'un d'impossible à ignorer. Non pas parce que tu cries plus fort, mais parce que ta présence transmet équilibre, but et authenticité. Attirer n'est pas manipuler, c'est rester centré.
C'est laisser ton énergie travailler pour toi, sans forcer, sans supplier, sans perdre de dignité. Celui qui a besoin de poursuivre ne comprend pas encore sa propre valeur. Quand tu sais qui tu es, le monde le remarque. Les bonnes personnes s'approchent, les mauvaises s'éloignent et tout se met en ordre. Tu n'as pas besoin de courir après quoi que ce soit, car ce qui te revient te trouve quand tu es prêt. La patience est une forme de foi, et la foi est une manifestation de pouvoir intérieur. La vie ne récompense pas celui qui court le plus, mais celui qui vibre le mieux. Si tu restes fidèle à tes principes, si tu continues à cultiver ta croissance personnelle, si tu investis ton énergie à t'améliorer plutôt qu'à impressionner, tu commences à attirer sans effort. C'est une loi invisible mais précise. Ce que tu émanes revient. Ce que tu projettes revient à toi sous forme d'expériences, de personnes et d'opportunités. C'est pourquoi, avant de chercher à l'extérieur, travaille à l'intérieur. Si ton esprit est en chaos, tu attireras le chaos. Si ton âme irradie la paix, la vie te répondra avec calme. Poursuivre, c'est agir par nécessité, attirer, c'est bouger à partir de l'abondance. Quand tu poursuis, tu cèdes ton pouvoir. Quand tu attires, tu le récupères. Tout ce que tu veux ne mérite pas ton énergie. Et tout ce que tu désires n'est pas fait pour toi. L'accepter n'est pas abandonner, c'est de la sagesse. La paix ne se trouve pas dans l'obtention de ce que tu veux, mais dans la confiance que ce qui est pour toi n'aura pas besoin d'être forcé. Attirer, alors, ne consiste pas à chercher, mais à devenir cette version de toi qui n'a plus besoin de courir. Parce que quand tu brilles d'authenticité, tout le reste arrive par conséquence, non par insistance. 7. Vise avec cohérence. Marcher dans la vie sans cohérence, c'est comme essayer d'avancer avec les pieds dans des directions opposées. Un pas te mène vers ce que tu veux, l'autre te tire vers ce que tu crains de laisser derrière. L'incohérence use l'âme. Elle te fait promettre des choses que tu ne tiens pas, dire des mots que tu ne ressens pas et maintenir des liens que tu sais ne plus correspondre. Quand tes pensées vont d'un côté, tes émotions de l'autre et tes actions dans une autre direction, l'esprit s'épuise. Vivre avec cohérence n'est pas la perfection, c'est l'alignement. C'est faire en sorte que ce que tu fais reflète ce que tu crois et ressens vraiment, même si cela signifie décevoir les autres. La société est pleine de personnes qui parlent de paix tout en vivant en conflit, qui prêchent l'authenticité mais craignent de se montrer, qui cherchent l'amour sans s'être aimés d'abord. L'incohérence se déguise en bonne intention, mais tôt ou tard, elle laisse sa trace. Anxiété, frustration et vide. Quand tu vis divisé entre ce que tu es et ce que tu sembles être, l'âme commence à se rebeller. C'est pourquoi vivre avec cohérence nécessite du courage, celui de regarder ta vie et de reconnaître où tu te trahis. Cela nécessite d'admettre que certaines habitudes, relations ou pensées ne sont plus alignées avec ta vérité et d'avoir la force de lâcher ce qui ne correspond pas. Vivre avec cohérence implique également d'accepter les conséquences d'être fidèle à soi-même. Tout le monde ne comprendra pas tes décisions. Certains te jugeront, d'autres s'éloigneront, mais aucun d'eux ne vivra ta vie. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation, tu gagnes du respect pour toi-même. Quand tu arrêtes de te justifier, tu récupères du pouvoir. La cohérence ne se mesure pas par ce que tu dis, mais parce que tu choisis tous les jours, même quand personne ne te voit. Chaque fois que tu agis à partir de ta vérité, tu renforces ton intégrité. La cohérence ne concerne pas la rigidité, mais l'honnêteté. Cela ne signifie pas que tu ne te trompes jamais, mais que lorsque tu le fais, tu le reconnais sans peur. C'est avoir l'humilité d'apprendre et la discipline de corriger. C'est regarder tes décisions et te demander si ce que tu fais aujourd'hui te rapproche ou t'éloigne de la personne que tu veux être. Cette simple question révèle plus de toi que n'importe quel discours. Quand tu arrives à vivre avec cohérence, ta vie se simplifie. Les doutes se dissipent, les contradictions s'éteignent et la paix commence à prendre la place du chaos. Parce que l'incohérence génère toujours du bruit, mais l'alignement génère un silence intérieur. Et dans ce silence, tu trouves la clarté. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, parce que la cohérence se remarque, se ressent, se transmet. Vivre avec cohérence, c'est comprendre que la liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de faire ce qui est juste selon ta vérité.
C'est marcher d'un pas ferme, sachant que même si le chemin est solitaire, chaque pas est authentique. Et quand ta vie reflète ce que tu es vraiment, l'âme peut enfin se reposer. 8. Nettoie ce qui est superflu. La vie ressemble à une pièce remplie d'objets accumulés. Parmi l'essentiel, il y a des choses cassées, des souvenirs inutiles, des promesses échues et des liens qui ne servent plus. Mais tant que tout reste là, il n'y a pas de place pour quelque chose de nouveau. C'est ainsi que fonctionne aussi l'âme. Beaucoup se plaignent de ne pas avancer, mais ils restent attachés à ce qui a déjà accompli son cycle. Ils continuent à garder des conversations inachevées, des ressentiments déguisés en souvenirs et des personnes qui n'existent que par habitude. Nettoyer ce qui est superflu n'est pas une question de perte, mais de libération. C'est un acte silencieux d'intelligence émotionnelle. Reconnaître que tout ne mérite pas de continuer à occuper de l'espace en toi. Parfois, le plus difficile n'est pas de laisser aller ce qui fait mal, mais de laisser partir ce qui était beau. Parce qu'il est douloureux d'accepter que quelque chose qui vous a donné la paix autrefois vous cause aujourd'hui du bruit. Mais grandir, c'est précisément cela. Accepter que certaines étapes doivent se terminer sans haine ni drame, juste avec gratitude. Lorsque tu nettoies, tu découvres que beaucoup de ce que tu portais n'était pas de l'amour, c'était de l'attachement. Ce n'était pas de la compagnie, c'était de la distraction. Ce n'était pas de la loyauté, c'était la peur du changement. Et tant que tu ne vides pas, tu ne pourras pas recevoir ce qui est vraiment destiné pour toi. Nettoyer ne signifie pas tout couper d'un coup. Cela signifie observer consciemment ce qui apporte et ce qui épuise, qui ajoute et qui soustrait. Le nettoyage émotionnel commence par reconnaître ce que tu soutiens seulement par peur de ressentir le vide. Ce vide que tu crains tant est le même qui se transformera ensuite en espace pour ta nouvelle version. Mais si tu le remplis avec l'ancien, il n'y aura pas de place pour ce qui mérite d'arriver. Le processus n'est ni rapide ni confortable. Il y aura des jours où ton esprit te dira que tu exagères, que tu pourrais peut-être garder certaines choses, que tu n'as pas besoin de te débarrasser de tout. Mais le corps ne ment pas. Quand quelque chose est superflu, tu le sens. Il te vole de l'énergie, de l'enthousiasme, de la paix. C'est pourquoi nettoyer n'est pas une punition, c'est une guérison. Chaque chose que tu décides de laisser partir est une couche de bruit qui disparaît. Et quand le bruit s'en va, tu peux entendre ce que ton intérieur dit depuis longtemps. Il y a une clarté qui n'arrive qu'après le détachement. Tout à coup, tu comprends que tu n'as pas besoin de temps, que le simple est suffisant, que le léger est puissant. Tu apprends à ne pas collectionner les personnes, ni les souvenirs, ni les culpabilités. Tu apprends à rester avec ce qui vibre avec toi en ce moment. Le reste simplement s'en va. Et pas parce que tu arrêtes de l'aimer, mais parce que tu n'en as plus besoin pour être qui tu es. Nettoyer ce qui est superflu est au fond un acte d'amour de soi. C'est décider que ta paix vaut plus que ton attachement, que ton présent vaut plus que ton passé. Quand tu finis ce nettoyage, la vie se range d'elle-même. Parce que l'authentique n'a pas besoin d'espace forcé, juste d'un espace propre où il peut fleurir. 9. Trouve la paix dans le silence. Le silence est comme un lac calme. À première vue, il semble vide, mais si tu t'approches assez, tu découvres qu'il est plein de vie. Le problème est que la plupart ne s'approchent jamais. Ils fuient le silence comme s'il était une menace, parce qu'ils craignent ce qu'il peut révéler. Nous vivons entourés de bruit, des conversations superficielles, des écrans allumés, des pensées qui ne se reposent jamais. Tout ce bruit extérieur devient un refuge pour ne pas entendre ce qui compte vraiment. Mais la croissance intérieure commence lorsque tu oses tout éteindre et rester avec toi-même, sans distraction, sans masque, sans voix étrangères, dictant qui tu devrais être. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence. C'est l'espace où l'esprit s'éclaircit et l'âme peut parler. Lorsque tu apprends à l'écouter, tu découvres que tu n'as pas toujours besoin d'une réponse immédiate, que tout n'a pas besoin d'explication. Parfois, tu as juste besoin d'être. La paix qui émerge du silence n'est pas passive, elle est puissante. Elle t'apprend à observer plutôt qu'à réagir, à comprendre avant de juger, à respirer avant de répondre.
Dans cet état, les émotions cessent de te contrôler, les blessures perdent de leur force et la clarté apparaît. Trouver la paix dans le silence est un acte de courage à une époque qui glorifie le bruit. Cela signifie te déconnecter de l'excès de stimuli et te reconnecter à l'essentiel. C'est te donner la permission de ne pas être disponible tout le temps, de ne pas répondre à chaque message, de ne pas remplir chaque minute avec des distractions. Dans le silence, tu apprends à te connaître vraiment sans l'influence des autres. Tu découvres ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens vraiment et ce que tu veux vraiment. Le silence révèle aussi ce que tu as évité. Au début, cela peut être inconfortable, car il te force à regarder à l'intérieur. Mais ce n'est qu'en affrontant ce chaos interne que tu réussis à le mettre en ordre. Chaque pensée qui émerge dans le silence est une opportunité de compréhension. Tu apprends à identifier tes peurs, tes désirs cachés, tes insécurités. Et au lieu de fuir, tu les observes avec calme, avec compassion. Le silence devient alors un maître patient qui ne juge pas. Il montre seulement. La paix intérieure ne se trouve pas dans des lieux éloignés ni dans des expériences extraordinaires. Elle se trouve dans ces moments où tu décides de rester tranquille et d'écouter. Où tu choisis de ne pas répondre au bruit du monde. Et à la place, tu prêtes attention aux battements de ta propre vie. Lorsque tu arrives à te sentir à l'aise dans le silence, tu comprends que tu n'as pas besoin de grand-chose pour te sentir bien. Parce que la véritable force n'est pas dans le contrôle de tout ce qui est externe, mais dans le maintien de la sérénité en toi, même lorsque le monde crie. À ce moment-là, tu découvres quelque chose de profond. Le silence n'est pas vide, il est plénitude. C'est la maison à laquelle tu peux toujours revenir pour te rappeler qui tu es et ce que tu es devenu. 10. Choisissez des relations avec un but. Il y a des liens qui se sentent comme le feu. Ils brûlent rapidement, éblouissent, réchauffent pendant un moment, mais ensuite ils ne laissent que des cendres. D'autres sont comme le bois solide d'un arbre. Ils grandissent lentement, résistent au temps et offrent de l'ombre quand vous en avez le plus besoin. Apprendre à distinguer entre les deux est un signe de maturité émotionnelle. La plupart des gens ne choisissent pas leurs relations, ils les permettent simplement. Ils se laissent emporter par l'habitude, la solitude ou le besoin de se sentir accompagné. Mais quand vous comprenez votre valeur, vous arrêtez d'accepter n'importe quelle connexion juste pour combler un vide. Vous commencez à choisir à partir de la conscience, du but, de la réciprocité. Les relations avec un but ne se mesurent pas par la quantité de temps partagé, mais par l'impact qu'elles laissent dans votre vie. Elles vous poussent à grandir. Elles vous rappellent votre essence et ne vous demandent pas de cesser d'être vous-même pour vous adapter. Elles sont construites sur le respect, l'énergie équilibrée et l'authenticité. Elles ne cherchent pas à posséder, mais à accompagner. Elles n'imposent pas, elles inspirent. En revanche, les relations sans but sont comme un labyrinthe émotionnel. Vous vous perdez en essayant de comprendre, vous justifiez l'injustifiable et vous finissez épuisé en essayant de maintenir quelque chose qui n'avance pas. Choisir des relations avec un but implique d'avoir le courage de dire non à ce qui ne vibre pas avec vous. Non par orgueil, mais par respect de soi. C'est apprendre à reconnaître la différence entre quelqu'un qui ajoute et quelqu'un qui n'occupe que de l'espace. Entre celui qui vous écoute et celui qui attend juste son tour pour parler. Entre celui qui vous apporte la paix et celui qui n'apporte que le chaos. Vous n'avez pas besoin de vous entourer de foule, vous avez besoin de vous entourer de cohérence. Des personnes qui vous défient à vous améliorer, pas celles qui vous enfoncent dans le confort. Cela nécessite également de regarder à l'intérieur. Vous ne pouvez pas attirer des liens sains si vous ne vous êtes pas guéri. Vous ne pouvez pas exiger de loyauté si vous trahissez encore vos propres limites. Les relations que vous construisez reflètent votre état intérieur. C'est pourquoi choisir avec un but n'est pas seulement décider avec qui vous partagez votre temps, mais à partir de quelle version de vous le faites. Si vous êtes plein de peur, vous attirerez la dépendance. Si vous êtes en paix, vous attirerez l'équilibre. Tout ce qui arrive dans votre vie résonne avec ce que vous projetez. Le but d'une relation n'est pas de combler vos vides, mais de vous accompagner pendant que vous les transformez.
Les meilleures connexions ne cherchent pas à vous distraire de vous-même, mais à vous rappeler qui vous êtes. Elles vous font sentir libre, pas piégé. Elles vous enseignent que aimer n'est pas se perdre dans l'autre, mais se trouver plus profondément à travers l'autre. Lorsque vous choisissez des relations avec un but, votre environnement change. Le faux se dissout, l'authentique reste. Vous commencez à marcher plus léger, sans drame, sans jeu, sans masque. Parce qu'à ce stade, vous comprenez que les relations ne sont pas une question de possession, mais de partage du voyage avec quelqu'un qui veut aussi grandir. Et quand vous trouvez cela, il n'y a plus besoin d'insister, parce que ce qui est vrai n'est pas poursuivi, il est construit avec calme, respect et but. Le monde moderne craint plus le silence que l'échec. Les gens fuient le vide, comme s'il était une menace, alors qu'en réalité, c'est le seul endroit où l'on peut vraiment se trouver. Nous vivons entourés d'écrans, de bruit et de promesses instantanées qui nous font nous sentir vivants pendant quelques secondes, mais qui nous vident de l'intérieur. La société glorifie la distraction. Elle vous apprend à être toujours connecté, diverti, stimulé. Et quand vous ne l'êtes pas, elle vous dit que quelque chose ne va pas chez vous. Mais le véritable mal est de ne pas savoir être avec vous-même. L'ennui n'est pas l'ennemi, c'est le miroir. C'est le moment où l'esprit cesse de courir après le monde et commence à vous montrer ce que vous êtes vraiment. C'est pourquoi tant de gens le craignent. Parce que lorsque le bruit disparaît, la vérité apparaît. Et la vérité n'est pas toujours confortable. Les grands stoïciens l'ont compris. Marc Aurèle écrivait seul la nuit, faisant face à son esprit sans témoin. Sénèque trouvait la sagesse dans le calme. Épictète répétait que la maîtrise de soi est la plus grande des victoires. Aucun d'eux ne cherchait l'émotion, ils cherchaient le contrôle. Alors que la majorité cherche des stimuli pour se sentir vivante, les forts cherchent le silence pour se renforcer. La constance, la discipline et le calme ne sont pas des vertus ennuyeuses. Ce sont les fondations de toute grandeur. Parce que le véritable pouvoir ne crie pas, il répète. Il ne se montre pas, il se construit. Et si vous parvenez à supporter l'ennui de la routine, si vous maîtrisez vos impulsions au lieu de leur obéir, alors vous découvrirez quelque chose que peu de gens connaissent. L'ennui n'est pas le vide. C'est le laboratoire où se forge le caractère. 1. Le pouvoir de la répétition. Le succès n'arrive pas avec l'inspiration. Il arrive avec la répétition. Alors que les autres cherchent des astuces rapides, tu dois apprendre à aimer la monotonie. C'est la ligne qui sépare les médiocres de ceux qui maîtrisent vraiment quelque chose. La répétition est la mère de la maîtrise, mais aussi le père de l'ennui. Et c'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas loin. Parce qu'ils abandonnent au moment où l'émotion disparaît. Mais dis-moi quelque chose, qu'espérais-tu? Que construire un esprit fort allait être confortable. Le progrès ne sonne pas comme une ovation, il sonne comme le silence. Les gens craignent la routine, parce qu'ils ne supportent pas l'idée de faire la même chose tous les jours. Mais les grands savent que c'est exactement ce qui forge le caractère. Regarde n'importe quel athlète, philosophe ou artisan. Ils ont tous quelque chose en commun. Ils pratiquent plus qu'ils ne se vantent. Marc Aurèle n'est pas devenu un sage par talent, mais en affrontant chaque jour ses pensées avec la même discipline. Épictète ne prêchait pas le contrôle, parce qu'un jour il s'est réveillé illuminé. Il le faisait parce qu'il pratiquait la maîtrise à chaque instant, jusqu'à ce qu'elle devienne un réflexe. La répétition te transforme, mais elle te teste aussi. Elle te confronte à ta propre impatience. Quand tu répètes une action sans résultats immédiats, ton esprit commence à protester. Il te dit « ça ne marche pas, c'est inutile ». Mais en réalité, ce qu'il ne supporte pas, c'est le vide entre l'effort et la récompense. Ce vide est l'endroit où ta force grandit. Chaque jour que tu répètes, tu entraînes plus qu'une compétence. Tu entraînes ta capacité à rester ferme quand personne ne t'applaudit. Le pouvoir de la répétition réside dans sa simplicité apparente. Faire la même chose semble insignifiant, mais chaque répétition est une pierre de plus dans le mur que tu construis. Un mur de tempérament, de patience et de concentration. Personne ne voit le travail invisible, et c'est bien. Tu n'as pas besoin de validation externe. Ta récompense est interne, la sérénité de savoir que tu te tiens à toi-même. Chaque jour que tu répètes une habitude, même si tu ne vois pas de résultat, tu envoies un message à ton esprit « Je contrôle ».
Pas mes émotions, pas mes distractions, pas mes envies. Moi, c'est le pouvoir. La répétition est le langage de la maîtrise personnelle. C'est le feu lent qui purifie l'esprit et durcit l'esprit. C'est pourquoi les faibles lévitent. Ils ont besoin de sentir constamment de la nouveauté pour ne pas affronter leur vide intérieur. Sois différent, répète, lève-toi à la même heure. Entraîne-toi même si tu n'en as pas envie. Étudie quand personne ne te regarde. Médite même si ton esprit crie d'ennui. La grandeur n'est pas dans ce que tu fais une fois avec passion, mais dans ce que tu fais 1000 fois avec un but. La répétition ne te prive pas de liberté, elle te la donne. Car chaque acte répété consciemment est une affirmation de ton contrôle. Le pouvoir n'est pas dans le fait de faire plus, mais de faire mieux la même chose. Et quand tu apprends à te mouvoir dans ce rythme, quand ta vie devient une chorégraphie de constance, quelque chose change. Tu commences à ressentir du respect pour toi-même. Et le respect de soi est la base de toute force réelle. Alors arrête de chercher la motivation. Cherche la répétition. Parce que les hommes forts ne se lèvent pas inspirés. Ils se lèvent déterminés. Et ils le refont jour après jour, jusqu'à ce que leur vie entière devienne une preuve silencieuse que l'ennui, en réalité, n'a jamais été ennuyeux. C'était le terrain d'entraînement où naissent les indestructibles. 2. Maîtrise tes impulsions. La plupart des gens sont esclaves de leurs impulsions, et ils ne le savent même pas. Ils courent après chaque désir comme des chiens poursuivant un os invisible. Ils agissent avant de penser, parlent avant d'écouter et regrettent après. La société moderne t'a appris que si tu ressens quelque chose, tu dois agir immédiatement. Si tu as faim, tu manges. Si tu t'ennuies, tu regardes ton téléphone. Si tu es triste, tu publies quelque chose. Mais ce schéma, ce besoin constant de réagir est la racine de ta faiblesse. Maîtriser tes impulsions n'est pas une option, c'est une déclaration de pouvoir. L'impulsion est cet instant où le corps crie et l'esprit s'éteint. C'est le moment où tu décides de te contrôler ou de devenir la marionnette de tes émotions. Le stoïcien comprend cela. La liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, mais à ne pas être dominé par tes désirs. Épictète le disait sans détour. Personne n'est libre, à moins de se dominer lui-même. Et cette phrase renferme une vérité brutale. Si tu ne peux pas dire non à tes impulsions, tu n'es maître de rien, pas même de toi-même. La maîtrise commence par les petites choses. Tu n'as pas besoin de conquérir des empires, juste de résister à l'urgence. L'urgence de répondre avec colère, de capituler, de chercher la validation, de te distraire. Chaque fois que tu repousses une réaction automatique, tu deviens plus fort. Non pas parce que tu réprimes ce que tu ressens, mais parce que tu décides comment l'exprimer. Cette différence marque la distance entre le faible et le sage. Contrôler tes impulsions ne te rend pas froid, il te rend impénétrable. Il te donne la capacité d'agir avec clarté même quand tout brûle. Et cela, dans un monde où tout le monde réagit sans penser, est un avantage immense. Les gens vivent dans une guerre constante entre ce qu'ils veulent maintenant et ce dont ils ont vraiment besoin. Les faibles cèdent au plaisir immédiat, les forts choisissent le but. Et cela fait mal, parce que l'autocontrôle est une bataille silencieuse que personne n'applaudit. Mais chaque victoire interne laisse une trace. Quand tu arrives à te dominer, le monde cesse de te contrôler. Les provocations perdent leur effet. L'opinion des autres cesse d'importer. Les tentations deviennent petites. Non pas parce que l'environnement change, mais parce que tu changes. Sénèque l'a expliqué avec sagesse. L'homme le plus puissant est celui qui se domine lui-même. Contrôle ne signifie pas répression. Cela signifie conscience. C'est regarder ton désir dans les yeux et dire « Je comprends pourquoi tu existes, mais je ne te suivrai pas. » Imagine ceci, quelqu'un t'insulte, te provoque. L'ancien toi répondrait avec colère. Le toi qui se maîtrise garde le silence, observe, comprend et n'agit que si c'est nécessaire. C'est la différence entre réagir et répondre, entre être emporté par le courant ou diriger le cours de la rivière. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder, tu construis un mur intérieur. Ce mur ne t'isole pas, il te protège. Il te sépare du chaos de ceux qui vivent gouvernés par des impulsions qui les détruisent.
Le contrôle personnel est un pouvoir pur, invisible mais réel. Il te rend redoutable, car celui qui ne se maîtrise pas est facile à manipuler. Mais celui qui se gouverne lui-même ne peut être contrôlé par personne. Alors, la prochaine fois que tu ressens une émotion forte, ne la rejette pas, observe-la. Respire, décide. Dans cet espace entre l'impulsion et l'action, vis ta liberté. Les sages le savent. Celui qui se contrôle ne perd pas, il gagne le respect de son esprit. Et dans un monde dominé par les impulsions, celui qui se maîtrise lui-même est le seul qui commande vraiment. 3. Le but avant le plaisir. Le plaisir est l'hameçon le plus brillant du monde moderne. Tout ce que tu vois, tout ce que tu consommes est conçu pour te faire te sentir bien pour un instant et vide ensuite. On nous a programmés pour chercher une gratification constante, un j'aime, un achat, un nouvel objectif qui ne dure qu'un jour. Mais personne ne t'apprend à supporter le silence, l'attente, la frustration qui accompagne inévitablement toute chose qui en vaut vraiment la peine. Le plaisir crie, le but chuchote. Et c'est pourquoi si peu de gens l'entendent. Le plaisir te donne une étincelle momentanée. Le but t'allume pour toute la vie, mais il exige un sacrifice. Il exige de renoncer à ce qui te donne du plaisir immédiat pour quelque chose que tu ne vois pas encore. C'est l'essence de la force. Le plaisir est facile, le but fait mal. Le plaisir te distrait, le but te concentre. Le plaisir te vide, le but te remplit. Tout homme qui a atteint la grandeur a dû payer ce prix. Marc Aurèle le comprenait. Écrire ses méditations n'était pas un divertissement, c'était une discipline. Sénèque, entouré de luxe, savait que la richesse sans but n'est qu'une cage dorée. Épictète, bien qu'esclave, était plus libre que beaucoup d'hommes riches parce qu'il avait une direction, une raison de résister. Quand tu vis guidé par le plaisir, tu deviens un prisonnier de tes désirs. Mais quand tu vis guidé par un but, tu deviens l'architecte de ton destin. C'est la différence entre vivre par réaction et vivre par intention. Demande-toi, combien de décisions prends-tu juste pour te sentir bien pour un moment? Et combien n'en prends-tu parce que tu sais qu'elles te rapprochent de la vie que tu veux vraiment construire? Si la plupart de tes actions sont motivées par la première option, tu fuis, tu n'avances pas. Le but ne te donne pas de dopamine, il te donne une direction. Et cela fait peur. Parce que quand tu as un but, tu ne peux pas te cacher derrière des excuses. Tu ne peux pas te distraire avec des futilités. Tu dois affronter ta faiblesse, tes habitudes, tes pensées. C'est pourquoi beaucoup l'évitent. Il est plus confortable de se perdre dans les plaisirs que de s'engager dans quelque chose qui exige de la discipline. Mais ceux qui vivent avec un but n'ont pas besoin de distraction. Leur mission leur donne de l'énergie, pas de l'évasion. Le plaisir dépend de l'environnement. Le but dépend de toi. Tu peux être entouré de chaos et pourtant avancer si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu n'as pas besoin que tout aille bien, tu as juste besoin de clarté. Cette clarté te rend dangereux car on ne peut plus te manipuler avec des récompenses ou des menaces. Tu as cessé d'être réactif. Tu as choisi ton propre chemin. Vivre avec un but ne signifie pas éliminer le plaisir, mais le mettre à sa place. Profiter n'est pas mal. Ce qui détruit, c'est de vivre uniquement pour ça. Le stoïcien ne renonce pas au bonheur, il renonce à la dépendance. Parce qu'il comprend que le plus doux n'est pas ce qu'on obtient, mais ce qu'on construit. Chaque fois que tu choisis le but au-dessus du plaisir, tu renforces ton esprit. Tu dis au monde: je n'ai pas besoin de stimulants pour me sentir vivant, il me suffit d'avoir une direction. Et c'est une forme de pouvoir que peu de gens comprennent. Alors arrête de poursuivre la facilité. Ne cours pas après le prochain plaisir, la prochaine évasion. Trouve quelque chose qui justifie ta discipline, quelque chose qui te fait te lever même quand rien n'a de sens. Parce que le plaisir t'offre une récompense aujourd'hui, mais te la prend demain. Le but exige un effort aujourd'hui, mais te donne la liberté pour toujours. Et quand tu comprendras cela, tu arrêteras de chercher à te sentir bien et tu commenceras à te construire bien. Parce que le plaisir t'endort, mais le but te réveille. 4. Force dans le calme. Nous vivons à une époque où les gens confondent le bruit avec le pouvoir. Ils pensent que celui qui crie le plus gagne, que celui qui se montre le plus vaut plus.
Mais la véritable force ne fait jamais de scandale. La véritable force est celle qui reste calme lorsque tout autour s'effondre. C'est le type de pouvoir qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car il se soutient lui-même. Et ce calme, dans un monde qui court sans réfléchir, est presque révolutionnaire. Contrôler le calme ne signifie pas être passif. Cela signifie maîtriser le feu intérieur pour qu'il ne te consume pas. Cela signifie agir avec précision lorsque tout le monde agit par impulsion. Dans une tempête, le faible panique. Le fort observe, analyse, attend, et seulement alors il bouge. Cette pause est ce qui sépare un sage d'un impulsif. Parce que le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la présence de conscience. Marc Aurèle le savait. Il gouvernait un empire entier et pourtant, chaque nuit, il écrivait pour se rappeler de ne pas perdre le contrôle. Si tu es perturbé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose, mais de ton jugement sur elle, disait-il. C'est l'essence du calme. Comprendre que tu ne contrôles pas les faits, seulement ton interprétation d'eux. Alors que d'autres gaspillent de l'énergie en réagissant, tu conserves la tienne en pensant. Cette différence définit le cours de ta vie. Le monde te pousse à réagir rapidement, à répondre sans réfléchir, à prouver que tu es présent. Mais le calme est une forme de rébellion. C'est regarder le chaos dans les yeux et dire « tu ne vas pas m'entraîner ». Le calme ne s'achète pas, il se forme. Et chaque fois que tu choisis de ne pas exploser, tu renforces tes fondations internes. Tu transformes ton esprit en un refuge, pas en un champ de bataille. Les gens pensent que rester calme est facile. Ce n'est pas le cas. Cela demande du courage. Cela nécessite de savoir que tu n'as pas à répondre à tout, que tout ne mérite pas ton énergie, que le silence parfois frappe plus fort que 1000 mots. Le calme est le langage de ceux qui ne cherchent pas à gagner des discussions, mais à préserver leur paix. Et c'est un niveau de force que beaucoup n'atteindront jamais, car pour rester calme au milieu du bruit, tu dois d'abord t'être confronté à toi-même. Chaque situation difficile est un test de ton équilibre. Chaque provocation est une opportunité de te maîtriser. Celui qui reste serein ne le fait pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a appris à gouverner ce qu'il ressent. C'est le pouvoir dans sa forme la plus pure. Et curieusement, le calme attire le respect. Parce que les gens peuvent discuter avec tes mots, mais ils ne peuvent pas altérer ta présence quand elle est ferme. Pratiquer le calme n'est pas se déconnecter du monde, c'est se reconnecter à soi. C'est se rappeler qu'aucune insulte ne te définit, aucune hâte ne te contrôle, aucun obstacle n'a le pouvoir de te renverser si tu ne le lui donnes pas. L'esprit tranquille voit plus clair, et celui qui voit clair décide mieux. C'est la différence entre un leader et un suiveur. Le leader maîtrise le moment, il ne le craint pas. Alors, la prochaine fois que la vie te poussera à réagir, fais le contraire, arrête-toi, respire, observe. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu sais que le calme est ton bouclier. Celui qui maîtrise sa paix maîtrise n'importe quelle bataille. Tu n'as pas besoin de prouver ta force au monde. Tu as juste besoin de la conserver. Parce que dans un monde hystérique, le calme n'est pas une faiblesse. C'est une forme silencieuse de supériorité. 5. Sois ton meilleur projet. La plupart des gens consacrent leur vie à construire des choses en dehors d'eux-mêmes. Carrière, relations, apparence, fortune. Mais ils oublient l'essentiel, se construire eux-mêmes. C'est ironique, n'est-ce pas? Nous nous soucions de la façon dont les autres nous voient, mais nous ignorons comment nous nous voyons lorsque nous nous regardons dans le miroir et que personne ne nous observe. Nous exigeons des progrès externes, mais nous tolérons la stagnation interne. Et ainsi nous vivons, perfectionnant les façades tout en négligeant les fondations. Devenir ton meilleur projet signifie cesser de te voir comme un produit fini. Cela signifie accepter que tu es en constante évolution et que chaque jour est une opportunité pour t'améliorer. Non pas pour l'approbation, non pas pour la comparaison, mais par respect pour toi-même. Sénèque disait qu'aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Tu es ce bateau. Et si tu ne travailles pas à te renforcer, n'importe quel courant te balayera. Être ton meilleur projet est une forme de discipline silencieuse. Il ne s'agit pas de grands changements, mais de petites décisions constantes. De te lever même si tu n'en as pas envie. De tenir tes promesses même si personne ne les voit.
de te corriger lorsque tu te découvres agissant par ego, paresse ou peur. C'est un investissement quotidien que beaucoup ne font pas parce qu'il n'offre pas de récompense immédiate. Mais l'intérêt composé de ton effort interne se paie en sérénité, clarté et pouvoir. Dans un monde qui t'apprend à paraître plus que ce que tu es, être authentique est un acte de rébellion. Les gens se déguisent en succès alors que leur esprit s'effondre. Mais celui qui travaille sur lui-même n'a pas besoin de se vanter. Son énergie parle pour lui. Sa présence transmet la calme, pas l'anxiété. Son regard reflète la concentration, pas le manque. Ce type de personne ne cherche pas à briller, elle illumine sans essayer. Lorsque tu décides de faire de toi ton projet le plus important, tu changes l'équation. Tu commences à mesurer le progrès par ton caractère, pas par tes résultats. Tu te demandes moins qu'est-ce que j'ai, et plus qui suis-je en train de devenir. Et cette question te met sur la bonne voie, parce que la vie ne te récompense pas pour l'accumulation de choses, mais pour devenir quelqu'un digne de les soutenir. Le travail interne est le plus exigeant, parce que tu ne peux pas te mentir à toi-même. Il n'y a pas de filtre, pas de spectateurs, pas d'applaudissements. Il n'y a que toi face à tes limites. Mais c'est dans cette solitude que l'acier est forgé. Et lorsque tu réalises que tu n'as pas besoin d'être parfait, mais cohérent, ton monde change. La cohérence est la forme la plus pure de pouvoir. Le véritable développement personnel ne réside pas dans la lecture de phrases motivantes ou le suivi de routines étrangères. Il réside dans la connaissance de soi, dans la compréhension de ce qui te retient, de ce qui t'inspire, de ce qui te sabote. Il réside dans l'observation de toi-même, avec une brutalité honnête et l'action intentionnelle, dans le polissage de tes vertus sans orgueil et la confrontation de tes défauts sans peur. Parce que l'homme qui se construit lui-même ne dépend pas de la chance. Il devient son propre fondement. Alors arrête de chercher qui admirer et commence à construire qui tu seras. Fais de ton esprit ton chef-d'œuvre. Fais de ta discipline ton héritage. Parce que tout ce que tu investis en toi ne sera jamais perdu. Tout ce qui est externe peut s'effondrer. Relations, argent, reconnaissance. Mais si tu es solide à l'intérieur, rien ne peut te renverser. Être ton meilleur projet n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Parce que lorsque tu t'améliores, tu améliores le monde que tu touches. Et c'est alors que tu comprends que la plus grande création que tu peux laisser dans cette vie, c'est toi-même. 6. Prends soin de ton environnement. Les personnes avec qui tu passes ton temps façonnent ton esprit plus que tu ne l'imagines. Ce que tu vois, entends et permets au quotidien devient ton environnement mental. Et cet environnement peut te propulser ou te détruire. Il ne s'agit pas de devenir arrogant ou isolé, il s'agit de comprendre que ton environnement n'est pas un détail, c'est ton terrain de croissance. Si tu plantes une graine dans un sol toxique, peu importe combien tu l'arroses, elle ne poussera pas forte. Il en va de même pour toi. Ton environnement n'est pas seulement fait de personnes, mais aussi d'idées, d'habitudes et de stimuli. Tout ce que tu consommes, des conversations que tu as, à ce que tu vois sur les réseaux, façonne ton caractère. Si tu t'entoures de bruit, tu perdras en clarté. Si tu t'entoures de plaintes, tu deviendras une. Si tu t'entoures de médiocrité, tu commenceras à la justifier. C'est pourquoi les stoïciens étaient si sélectifs avec leur compagnie. Ils savaient que l'esprit est contagieux. Épictète conseillait « Évite les compagnies qui corrompent la vertu ». Non pas parce qu'il méprisait les autres, mais parce qu'il comprenait que protéger l'esprit, c'est protéger la vie. Prendre soin de ton environnement ne signifie pas t'enfermer, mais choisir consciemment ce que tu laisses entrer. Si tu veux la paix, tu ne peux pas vivre dans le chaos. Si tu veux la clarté, tu ne peux pas tolérer le désordre. Si tu veux la force, tu ne peux pas partager d'énergie avec ceux qui se nourrissent du drame. Peu importe combien tu travailles sur toi, si tu reviens chaque jour à un environnement qui draine ton énergie, tu reculeras sans t'en rendre compte. L'environnement est comme un courant d'eau. Si tu n'es pas vigilant, il t'emporte. L'environnement se reflète aussi dans ce que tu permets en toi. Parfois, l'endroit le plus dangereux n'est pas une pièce, mais ta propre tête remplie de voix étrangères. Des voix qui te disent que tu ne peux pas, que ça ne vaut pas la peine, que tu devrais le laisser pour plus tard.
Mais quand tu décides de prendre soin de ton environnement, tu décides aussi de prendre soin de tes pensées. Tu commences à nettoyer non seulement ton espace physique, mais aussi ton espace mental. Et ce nettoyage apporte du pouvoir. Le silence peut être inconfortable au début, mais il est aussi sacré. Quand tu élimines le bruit externe, ce qui compte vraiment apparaît. L'esprit s'ordonne, l'âme respire et ton but retrouve sa forme. Tu ne peux pas construire une vie forte à partir d'un terrain contaminé. Tu dois dégager le terrain, arracher ce qui est superflu et prendre soin de ce qui nourrit. C'est là la véritable discipline. Regarde ton environnement et demande-toi, est-ce que cela me renforce ou m'affaiblit? Ces personnes m'élèvent-elles ou me distraient-elles? Ces lieux m'inspirent-ils ou m'épuisent-ils? Être conscient de cela ne te rend pas froid, cela te rend sage. Parce que quand tu choisis ton environnement, tu choisis ton destin. Fais attention à qui tu laisses près de toi. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu consommes. L'esprit est un jardin et tu décides si des fleurs ou des mauvaises herbes y poussent. Ne t'excuse pas de protéger ta paix. Les gens qui te perdent quand tu prends soin de toi ne t'ont jamais valorisé quand tu te négligeais. Et quand tu apprends à t'entourer de calme, de buts et de personnes qui cherchent aussi à grandir, toute ta vie change de fréquence. L'environnement idéal ne se trouve pas, il se construit. Ce n'est pas de la chance, c'est une sélection. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la sagesse. Parce que quand l'endroit où tu vis, les gens avec qui tu partages et les pensées que tu gardes sont alignés avec ton but, tu n'as plus besoin de motivation externe. Tu es entouré de croissance. Et là, dans cet équilibre silencieux, commence ta véritable force. 7. Grandeur dans la simplicité. Le monde actuel te convainc que tu as besoin de plus pour te sentir quelqu'un. Plus d'argent, plus de succès, plus d'attention, plus de choses. Mais la vérité est que plus tu poursuis l'inutile, plus tu t'éloignes de l'essentiel. La grandeur n'est pas dans l'accumulation, elle est dans la simplicité. Avoir si clairement en tête ce qui compte, que le reste cesse d'avoir du pouvoir sur toi. C'est la sagesse que les stoïciens ont comprise et que le monde moderne a oubliée. Le simple n'appauvrit pas, il libère. Le simple n'est pas vide. C'est de la pureté. C'est la capacité de te concentrer sur ce qui donne vraiment un sens à ta vie. Vivre avec moins de bruit, moins de drame, moins de besoin de prouver. La simplicité n'est pas un manque d'ambition, c'est une direction. Alors que les autres dépensent leur énergie dans 100 choses à la fois, tu la concentres sur une seule. Être meilleur chaque jour. La société craint la simplicité parce qu'elle ne sait pas rester immobile. Elle pense que s'il n'y a pas de mouvement, il y a échec. Mais le mouvement sans but n'est que distraction déguisée en productivité. Apprendre à vivre avec moins ne signifie pas te contenter. Cela signifie ne pas permettre à l'inutile de te voler l'essentiel. Marc Aurèle le pratiquait tous les jours. Malgré qu'il était empereur, il vivait modestement. Il décrivait des réflexions pour se rappeler que tout ce qui est externe, richesse, célébrité, pouvoir, était éphémère. Sénèque, ayant tout, renonça au superflu pour conserver sa sérénité. Et Épictète, n'ayant rien, vivait avec plus de paix que la plupart. Tous comprenaient une même vérité. Il ne s'agit pas de combien tu as, mais de combien tu as besoin pour être en paix. La grandeur dans la simplicité naît lorsque tu arrêtes de te compliquer pour impressionner. Lorsque tu arrêtes de remplir tes journées avec des activités qui n'apportent rien. Lorsque tu choisis la qualité sur la quantité. Parce que l'esprit a besoin d'espace, et l'âme aussi. Si tu vis saturé de stimuli, tu finis par être anesthésié. Tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne ressens pas. Et alors tu oublies qui tu es. La simplicité n'est pas esthétique, c'est un pouvoir intérieur. C'est savoir dire non à ce qui te distrait. C'est éliminer ce qui ne s'ajoute pas, sans remords. C'est apprécier un café en silence, plus qu'une conversation vide. C'est marcher, sans avoir besoin de le raconter. C'est trouver du plaisir dans le quotidien, sans chercher de validation. C'est la véritable richesse. Pouvoir profiter de l'essentiel sans ressentir de manque. Chaque fois que tu choisis la simplicité, tu affines ton âme. Tu entraînes ton esprit à voir clairement. Le simple te force à regarder à l'intérieur. Et cela dérange ceux qui ne savent que regarder à l'extérieur.
Mais si tu le supportes, tu deviens libre. Tu arrêtes de concourir, de prétendre, de vouloir gagner une course qui ne mène nulle part. La simplicité te donne du pouvoir parce qu'elle élimine le bruit et ne laisse que l'essentiel, toi et ton but. Regarde ta vie avec honnêteté. Combien de choses fais-tu simplement par inertie? Combien de charges gardes-tu par peur de lâcher? La grandeur n'est pas d'avoir plus, c'est d'avoir besoin de moins. C'est pouvoir regarder ton environnement et te sentir complet sans fioriture. C'est vivre avec un but, pas avec excès. Les gens forts ne cherchent pas à se compliquer, ils cherchent la clarté. Ils n'ont pas besoin de se parer pour briller. Et pendant que le reste se perd dans le superficiel, tu te renforces dans l'essentiel. Parce que celui qui trouve la beauté dans le simple a conquis quelque chose que le monde entier cherche sans le savoir. La paix de ne pas avoir besoin de temps pour être immense. C'est la grandeur silencieuse que seuls les sages comprennent. Oui, protège ta paix. Ta paix vaut plus que n'importe quel argument, plus que n'importe quelle victoire, plus que n'importe quelle relation. Mais la plupart des gens ne le comprennent pas jusqu'à ce qu'ils la perdent. Nous vivons entourés de provocations, des personnes qui cherchent une réaction, des situations conçues pour perturber ton calme, des nouvelles qui ne font que semer l'anxiété. Tout est construit pour te maintenir inquiet, pour que tu réagisses, pour que tu te distrais. Et chaque fois que tu tombes, tu cèdes du pouvoir. Protéger ta paix n'est pas fuir le monde. C'est apprendre à vivre à l'intérieur sans qu'il te dévore. La société glorifie la vitesse, l'opinion et la confrontation. Elle te pousse à prendre position sur tout, à participer à des discussions qui ne changent rien, à défendre ton ego comme si c'était ton identité. Mais celui qui protège sa paix sait choisir ses batailles. Tout ne mérite pas ton énergie. Tout ce qui te dérange ne nécessite pas de réponse. Le silence est souvent le coup le plus fort, car il montre que tu n'as pas besoin de détruire quoi que ce soit pour prouver que tu as gagné. Marc Aurèle disait que ce qui te vole ta tranquillité te domine. Et c'est vrai. Si tu laisses n'importe qui ou n'importe quelle situation contrôler ton état émotionnel, alors tu restes esclave. La véritable liberté ne se mesure pas par le nombre de portes que tu peux ouvrir, mais par le nombre de portes que tu peux fermer sans te sentir coupable. Protéger ta paix, c'est apprendre à te retirer avant de te perdre. C'est fixer des limites, même à ce que tu aimes, si cela commence à te vider. Ta paix est le centre de ta force. Sans elle, tout le reste s'effondre. Tu ne peux pas penser clairement, tu ne peux pas décider fermement, tu ne peux pas grandir avec un but. C'est pourquoi l'homme sage ne cherche pas à avoir raison, il cherche à être en équilibre. Et cet équilibre se défend, se soigne, se protège comme un trésor. Les gens confondront ton calme avec l'indifférence, mais peu importe. Ils vivent en guerre avec tout, même avec eux-mêmes, pas toi. Tu choisis d'être en paix, et ce choix est ton plus grand acte de pouvoir. Protéger ta paix ne signifie pas éviter le conflit, mais l'affronter sans perdre le contrôle. C'est regarder le chaos avec un esprit tranquille et agir avec intelligence, pas avec colère. C'est dire non sans culpabilité, c'est t'éloigner sans rancune, c'est comprendre que parfois la distance est une marque de respect envers toi-même. Il y aura ceux qui ne supporteront pas ta sérénité parce qu'elle les confronte à leur propre désordre. Ils essaieront de t'entraîner dans leur bruit. Ne tombe pas. La provocation cherche toujours de la compagnie et tu n'es pas obligé d'y assister. Garder ta paix est un art que peu maîtrisent parce qu'il nécessite du courage. Il faut accepter que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, que ne pas répondre est aussi une réponse, que ton silence peut être plus fort que leurs cris. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler comment tu le traverses. Et si tu réussis à garder ta paix intacte pendant que tout bouge autour de toi, tu seras devenu quelqu'un d'imperturbable. Non pas par froideur, mais par force. La paix ne se trouve pas, elle se construit. Elle se construit avec de petites décisions. Choisir le calme plutôt que le drame, la réflexion plutôt que la réaction, la distance plutôt que l'épuisement. Chaque fois que tu choisis ta paix, tu dis au monde que ton bien-être n'est pas à vendre. Alors protège-toi, protège ton énergie comme si c'était de l'or. Ne donne pas ta sérénité à ceux qui ne sauraient pas quoi en faire. L'homme ou la femme qui maîtrise sa paix maîtrise son destin. Parce que dans un monde où tout le monde crie, celui qui reste silencieux devient intouchable.
Et cela, sans aucun doute, est la forme la plus haute de pouvoir.